ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment la résidence principale plombe vos finances? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la résidence principale parce que je sais que c'est un sujet qui émeut tout le monde, forcément, parce que c'est quelque chose de très profond pour l'être humain, d'avoir sa maison, d'avoir son lieu d'habitation, de se sentir en sécurité dedans. Et quoi de tel, pour se sentir en sécurité, d'être dans un endroit qui nous appartient sur le papier, que la société a validé comme étant notre possession, dans lequel on a le droit d'habiter et d'y faire ce que l'on veut. Donc, oui, la résidence principale est vraiment quelque chose de profond émotionnellement, qui parle, en tout cas à la plupart des êtres humains sur cette planète, et on a tous envie d'avoir un chez-soi où on peut faire tout ce qu'on veut, comme on veut, où on se sent en parfaite sécurité. Mais le problème, c'est comme c'est émotionnellement hyper chargé, et d'un point de vue purement financier et rationnel, j'observe clairement que ça devient vite une catastrophe financière. Tout ça uniquement parce qu'on veut satisfaire notre besoin émotionnel d'avoir un chez-soi. Donc, comment se fait-il que la résidence principale en arrive à plomber autant les finances des gens? Vous voyez très bien autour de vous que la plupart des gens ont une résidence principale et pourtant, ils ne sont pas riches pour autant. Je vais vous expliquer les 4 grandes causes pour lesquelles cette résidence principale est trop souvent un trou financier. La première raison, c'est que comme vous avez vu que c'est émotionnellement hyper chargé, et du coup, on va acheter une résidence principale pour son ego. Étant donné que la résidence principale est aux yeux de la société un indicateur de réussite, on a envie d'y mettre le paquet. Ce qui fait que beaucoup de personnes, ils achètent trop grand, trop beau, trop joli, trop cher. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que par rapport à leur portefeuille et ce qui serait raisonnable, les gens, ils flambent, ils achètent trop cher. Alors que d'un point de vue purement financier, ce n'est pas judicieux. Et ça, franchement, même nous, on le vit, ce problème d'ego, d'avoir envie sa résidence principale qui soit magnifique à son image, en tout cas qui correspond à l'image qu'on aimerait renvoyer. Et ça fait que les personnes en arrivent à mettre une grande partie de leurs économies, plus à s'endetter au maximum sur leur résidence principale. Donc ça vraiment, c'est le premier problème. Les gens choisissent donc une résidence principale pour flatter leur ego. Ils visent donc trop grand, trop cher, trop beau. La deuxième raison pour laquelle une résidence principale plombe vos finances, c'est d'un point de vue purement mathématique. Il faut se poser en se demandant, ok, si jamais je voulais louer un bien dans lequel je veux vivre pour mon quotidien, c'est-à-dire en faire ma résidence principale, mais en tant que locataire, quel serait le montant de loyer que je payerais? Et là, si j'achète ma résidence principale, quel est le montant de la mensualité que je vais mettre tous les mois? Et là, vous allez vite comprendre que très souvent, quand on achète une résidence principale, la mensualité est bien supérieure au loyer que l'on paierait si jamais on déciderait de louer un appartement ou une petite maison qui correspondrait tout pile à nos besoins sans surflatter notre ego. Et c'est là vraiment que vous devez comprendre que à partir du moment où quand vous payez votre mensualité, vous payez plus cher que si jamais vous preniez une location, à ce moment-là, c'est clair et net que d'un point de vue purement financier, c'est pas bon. D'ailleurs, dans l'épisode de podcast numéro 9
qui s'appelle « Acheter sa résidence principale n'est pas une bonne idée, sauf si », je parle justement de ce cas où, si jamais vraiment vous trouvez une résidence principale où la mensualité est plus faible que le loyer, tout simplement parce que le marché du locatif est élevé, mais à l'achat il est moins élevé, et que c'est plus intéressant d'acheter que de louer, ça fait partie des exceptions où l'achat d'une résidence principale est une bonne idée. Donc vous avez compris, cette deuxième raison, c'est la fameuse mensualité qui est bien plus élevée que le loyer. La troisième raison, c'est que lorsqu'on achète une résidence principale, on a tendance, toujours pour les raisons de notre ego, à faire des travaux trop prestigieux et qui n'apportent pas la valeur équivalente au bien. C'est par exemple se faire une super belle cuisine à son goût, avec des touches de couleur, avec des matériaux de qualité. Mais le problème en fait, c'est qu'à la revente, en général une cuisine, on a toujours envie de la refaire. Donc si vous avez mis 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros dans votre cuisine, en fait, elle n'aura pas cette valeur aux yeux du futur acheteur. Même si pour vous elle est belle, souvent les cuisines c'est hyper personnel, on n'a pas envie de mettre les mêmes tiroirs. Donc si vous arrivez au moment où vous voulez revendre votre résidence principale, malheureusement, l'argent que vous aurez injecté dans la cuisine, typiquement, il est parti en fumée parce qu'il n'augmente pas réellement la valeur du bien. En tout cas, pas autant que ce que vous aurez mis dans cette cuisine. Pareil pour les salles de bain. Souvent, on va vouloir mettre des matériaux de luxe dans la salle de bain, des beaux carrelages colorés, jolis qui nous parlent, mais pareil. Le problème, c'est que c'est à notre goût. Ce ne sera pas au goût des futurs acheteurs. Et je parle même pas des pièces un peu spéciales, genre salle de sport, salle de cinéma, je sais pas quoi, enfin, quand on veut faire un petit peu des excentricités qui ne sont pas des goûts de tout le monde, pareil, vous augmentez pas la valeur de votre bien. Donc il faut vraiment se rendre compte que quand on fait des travaux, il y a les travaux qui apportent de la valeur au bien et les travaux qui n'en apportent pas. Et souvent, du coup, quand on est en résidence principale, une grande partie des travaux qu'on va faire n'augmente pas réellement la valeur du bien. J'ai pas dit que ça n'existait pas de faire des bons travaux, mais souvent, l'ego va perturber en fait cette notion de travaux et faire que les travaux ne sont pas vraiment intéressants d'un point de vue purement financier. La quatrième raison, c'est que très souvent, les charges sont bien plus élevées quand on a sa résidence principale. Alors quand je parle de charges, c'est par exemple déjà tous les petits travaux d'entretien de sa maison. Alors moi je connais plein de monde qui passent leur vie à investir dans leur maison. Mais en permanence. Ah tiens, on va faire une petite véranda. Ah tiens, on va acheter un petit poêle, c'est joli. Ah tiens, je vais rénover, je vais refaire la salle de bain. Et en fait, ils passent leur temps à injecter de l'argent en permanence dans leur résidence principale. Et je parle même pas, évidemment, des coûts éventuellement de copropriété qui peuvent être beaucoup plus chers quand on achète une résidence de standing dans un immeuble. Par exemple, si jamais il y a des coûts pour l'ascenseur, des coûts pour le gardien, si jamais il y a un gardien dans l'immeuble, etc. Tout ça, en fait, ça coûte cher. Et si jamais vous avez fait un autre type d'investissement, vous n'auriez pas payé aussi cher. Voilà, donc maintenant que vous avez bien en tête un peu les 4 grands pièges de la résidence principale qui font que ça peut plomber vos finances, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode numéro 9 qui parle justement des exceptions où l'achat de la résidence principale peut être une bonne idée. Évidemment, je n'ai pas envie de vous plomber votre morale à cause de ça. Il y aura forcément des solutions, mais c'est important d'en prendre conscience que c'est une erreur qui est tellement répandue qu'il ne faut pas la faire. Ok ? La résidence principale, pour moi, c'est un investissement de luxe, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont déjà atteint financièrement une certaine aisance qui peuvent se permettre d'acheter une résidence principale. Mais si votre résidence principale, elle bloque totalement votre capacité d'endettement et également vos futurs investissements, c'est que c'était une erreur. Il faut réussir à trouver des solutions pour justement pallier à cette erreur. D'ailleurs, ça m'inspire de faire un épisode pour les solutions quand justement on est déjà plombé par sa résidence principale. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière.
Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.